Très bien. J'espère que vous allez tous bien. De toute manière, on est tous vivants. Hein, c'est déjà pas mal. Oui, monsieur. Alors, donc, j'espère que, alhamdoulilah, vous allez, enfin, je plaisantais, hein, donc, mais de toutes les manières, on a toujours de l'espoir. Et apparemment, le fameux vaccin va démarrer la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Enfin, j'espère qu'on aura quand même une année meilleure. Voilà. Alors, parce que je vois que vous êtes surtout dans le lien 2, hein, donc vous n'êtes pas nombreux. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à 8 heures, alors jusqu'à 9 heures, pardon. Nous allons faire le cours jusqu'à 10h15, comme d'habitude. Mais vu les circonstances encore, donc j'ai réduit de quelques diapositives les séances et on va faire 2 séances aujourd'hui, rapides. C'est ce que j'ai appelé 7 et 8. Nous allons voir 9 et 10 le mardi et nous terminerons le jeudi, Inch'Allah. D'accord? Tout en gardant, si vous voulez, à l'esprit, si vous voulez bien, hein, la première semaine de février, on peut faire une petite séance de questions-réponses ou bien, si vous voulez, de réponses à certaines questions au niveau des examens qui ont été déjà faits. Et encore, je vous parlerai de ce que c'est qu'un QCM et comment il faut répondre. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être prévoir une petite séance début février. Pour rester dans le timing, donc, nous allons faire aujourd'hui la suite de la stratégie marketing. Le mardi prochain, nous allons terminer la stratégie marketing et nous rentrerons dans la planification. Et je vous montrerai, c'est là où le plus important, si vous voulez, de votre cours, c'est la méthode des cas et les exercices le jeudi prochain. Bon, donc, c'est à peu près tout cela. Je crois qu'on ne vous a pas envoyé les slides de mardi dernier. Je vais encore vous envoyer les slides du mardi et ceux que vous allez voir aujourd'hui. Oui, on avait reçu. Ah ben c'est bon, c'est très bien. Ouais. Si vous les avez de mardi. De mardi et d'aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien. Si vous avez toujours reçu, donc il n'y a pas de souci. Alors, donc, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de capitaliser en quelque sorte ce que nous avons vu, si vous voulez, sur comment on appelle ça, attendez, voilà, je suis là, là et là. Donc, à chaque fois, quand nous parlons de marketing stratégique, la planification et la mise en œuvre. L'analyse, c'est l'audit, c'est le diagnostic, ce sont les études de marché, c'est pratiquement tout ce que vous pouvez analyser. Et certaines méthodes. Nous avons vu dernière, si vous voulez, la méthode SWOT. La méthode SWOT, hein, qui analyse l'environnement interne et externe de l'entreprise et qui vous donne quelques éléments sur les opportunités, les menaces et les forces et les faiblesses de l'entreprise. Nous allons continuer sur cette analyse aujourd'hui en regardant aussi, si vous voulez, d'autres, je dirais, méthodes que nous verrons mardi prochain, pas en détail, mais quelques éléments. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des méthodes qui analysent tout simplement une situation pour déterminer certains objectifs et reformuler votre planification et mettre ce plan, ou si vous voulez marketing ou le plan, la planification d'une manière stratégique, en œuvre, c'est-à-dire l'applicabilité. Au niveau du marketing, ça va être le marketing mix. Comment nous allons traduire en quelque sorte la stratégie
que nous avons pris en tant qu'entrepreneurs en pratique, c'est-à-dire comment nous allons mettre notre offre sur le marché avec tout, si vous voulez, les accompagnements comme produits, comme design, comme emballage, comme prix, comme distribution, communication, etc. Voilà. C'est surtout, si vous voulez, cet esprit que nous allons reprendre tout le temps, qui est le diagnostic, normalement, pour mettre, si vous voulez, votre offre sur le marché. Donc, il faut analyser et pour arriver, si vous voulez, à votre cible. Et dans ce cadre-là, vous analysez l'interne et vous analysez l'externe. Le schéma que nous allons revoir à chaque fois jusqu'à la fin, si vous voulez, de ces séances, ou cette analyse stratégique, c'est toujours le même. Vous avez une analyse externe, marché, concurrence, etc. Vous avez une analyse interne, ce sont les compétences et surtout les qualités et le métier que vous avez et même la motivation du personnel. Vous êtes dans les forces et les faiblesses au niveau interne et vous êtes dans les opportunités et les menaces au niveau externe, quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser. Il y en a 4 fondamentales. Vous les notez et je vous invite à chercher sur Google et vous lisez des cas, des définitions, tout ce que vous voulez. Vous avez l'analyse SWOT, l'analyse PESTEL, l'analyse de porteur, donc les 5 forces de porteur, etc. Et vous avez l'analyse, si vous voulez, ce qu'on appelle le Boston Consulting Group, le BCG, Boston Consulting Group. Là où on analyse surtout, si vous voulez, le portefeuille ou le domaine d'activité stratégique. Voilà. Ce sont les 4 qui existent en principe. Et à chaque fois, quand vous analysez, c'est pour déterminer vos objectifs et faire une planification, si vous voulez, avec les stratégies possibles, et vous sortez sur le terrain pour appliquer, si vous voulez, votre stratégie. Nous avons vu dans l'analyse SWOT comment dirais-je, l'analyse en quelque sorte de l'environnement global, etc. Et au niveau interne, si vous voulez, c'est à peu près la même analyse, mais tout simplement, vous allez vous concentrer sur ce qui est interne à l'entité ou à l'organisation dont vous êtes en charge, si vous voulez, de son analyse. Alors, il y a des évaluations. Les évaluations, c'est toujours, je le dis et je le répète, en fonction des informations que vous allez normalement récolter. Alors, vous allez faire un audit, un diagnostic interne. Vous allez analyser vos ressources, vos compétences, vos fonctions, si vous voulez, au niveau de toutes les fonctions de votre entreprise. Alors, par exemple, les ressources humaines, les ressources physiques, matérielles, tout ce que vous avez, les ressources financières, les ressources immatérielles, donc comme le service, comme l'organisation du personnel, comme l'accueil, comme, si vous voulez, alors imaginons que vous êtes dans une banque, vous avez les bâtisses, vous avez les locaux, vous avez les agences, vous avez les sièges, etc. Vous avez les ressources humaines, pratiquement tout le personnel, vous avez vos ressources financières, et vous avez aussi tout ce qui est service, notoriété, marque, etc., tout ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable. Si vous êtes dans une banque, il est évident, par exemple, le produit ou le service bancaire n'est pas stockable. Donc, aucun produit bancaire ne peut être stocké. Donc, il n'y a pas de date de péremption. Donc, le client, il fabrique avec vous, si vous voulez, le produit à un temps T. Donc, ça veut dire que c'est le client et le personnel, ou celui qui est responsable de l'agence, qui fabrique en même temps le produit. C'est ça, ce qu'on appelle l'intangibilité du produit, l'immatérialité. C'est pas physique. Eh bien,
l'importance dans ce cadre-là de la motivation du personnel, de son implication, de son sourire, de ses gestes. Il y a énormément de choses qui sont importantes. C'est pour ça qu'on parle du front office et du back office. Donc, front office, ce sont le personnel qui est en relation avec la clientèle, et le back office, c'est ceux qui travaillent à l'intérieur que vous ne voyez pas. Et ce sont des milliers et des milliers au niveau de l'entreprise. Donc, vous voyez que les ressources internes à analyser. Mais là, on est dans une banque. Si on est dans une assurance, c'est à peu près la même chose. Mais si on est dans un supermarché, c'est tout à fait autre chose. Là, vous avez le merchandising, vous avez la force de vente, vous avez les gens, vous avez l'éclairage, vous avez les produits qui sont devant vous, vous avez énormément. Et bien tout ça, ça s'analyse. Et c'est ce qu'on appelle les compétences de l'entreprise, à pratiquement les stades. On évalue aussi la capacité stratégique de cette entreprise, selon les derniers rapports, selon ce qu'elle a fait, selon aussi, si vous voulez, ses acquis, ses réalisations, sa participation ou ses participations, si vous voulez, dans le développement du territoire, c'est-à-dire là où elle est-ce qu'elle aide, est-ce qu'elle est écologique, est-ce qu'elle est durable, eh bien, tous ces éléments-là, ça rentre, si vous voulez, dans les analyses. Si on prend le premier élément, analyse ou ressources, si vous voulez, humaines, vous avez énormément de choses à formaliser et à mettre, si vous voulez, dans votre analyse pour ressortir avec des décisions. Décisions qui vont probablement être des stratégies plus tard. D'accord? Là, quand on parle de ressources humaines, c'est toute la stratégie, en quelque sorte, RH. Mais vous, si vous restez, si vous voulez, dans l'analyse marketing du terme, vous allez faire le marketing du RH. Marketing des ressources humaines, ça existe. Mais nous, ici, en stratégie, avant d'arriver à ce petit élément qui est marketing des ressources humaines, nous sommes acculés à chercher au niveau global. Donc, vous êtes dans une stratégie globale. Donc, vous analysez vos ressources humaines. L'analyse des relations au travail, elle s'effectue à plusieurs niveaux. Relations formelles, programmées et contrôlées par la hiérarchie, et la relation informelle entre le personnel de l'entreprise. Donc, vous voyez que vous analysez ce qui est formel, qui est dans l'organigramme de l'entreprise, qui est dans vos tâches, mais vous analysez aussi l'informel. C'est-à-dire, si vous voulez, tout ce qui se passe entre personnel et qui peut rendre en quelque sorte beaucoup plus fluide, transparent, convivial, le travail de l'entreprise. Et bien ça, c'est aussi un point important à prendre en compte. Vous avez aussi les relations institutionnelles, c'est-à-dire tout ce qui est réglementé. Hein. Donc là, on vous a mis, par exemple, les syndicats. Hein. Donc, aucune entreprise ne peut fonctionner, si vous voulez, sans ce pouvoir syndical, ou bien ce qu'on appelle aussi le pouvoir des œuvres sociales, hein, donc des regroupements, hein, vous analysez tout ce que l'entreprise peut offrir, mais à chaque fois avec un œil de ce qui se passe, si vous voulez, là vous êtes en analyse interne, mais avec un œil de ce qui se passe au niveau de vos concurrents. Automatiquement, il faut, si vous voulez, avoir tout cela. Par exemple, si je prends certaines sociétés qui organisent, si vous voulez, pas des soirées, mais des fêtes à Ashura, et qui donnent certains jouets aux enfants de leurs employés. Alors, vous êtes dans quel cadre? Institutionnel, informel ou formel? Informel, monsieur. Non.
L'institutionnel. Institutionnel. Vous faites attention, alors vos questions, les radicaux no QCM, alors ils vont être en fonction de cela. Hein? Alors je vais prendre un slide, une diapo, on aura dit comme une question. Hein? Donc ce n'est pas un piège, mais il faut le comprendre. Je viens de vous dire institutionnel. Donc s'il y a un syndicat, s'il y a des œuvres sociales, s'il y a quelque chose, c'est réglementé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est, si vous voulez, traduit par des règlements. C'est ça l'institution. Eh bien, s'il y a des œuvres sociales, ça veut dire qu'il y a des groupes, qu'il y a des syndicats, qu'il y a des gens qui ont organisé tout ça à l'intérieur de l'entreprise. Et ça veut dire que l'entreprise, elle a institutionnalisé ses fêtes. Ça existe d'ailleurs, partout. Si je vous dis, par exemple, les coupons repas. Vous connaissez les tickets repas, comme Sodexo, comme, si vous voulez, les repas en entreprise. Ah oui. Où est-ce que vous le mettez? C'est encore institutionnel. Informel. Pourquoi? Non, institutionnel. C'est l'entreprise qui permet au personnel à prendre ces tickets. Parce que c'est quand il existe ce service, il est réglementé. Vous payez votre ticket à un prix, etc. et tout ça. Ce qui est informel entre le personnel de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je travaille avec vous dans un service. Quand il y a quelqu'un qui vient chercher un travail, par exemple, et je ne peux pas le faire, vous pouvez le faire à ma place. En attendant mon retour, par exemple, ou en attendant que je sois, si vous voulez, donc c'est beaucoup plus entre personnel, mais informel, ça n'existe pas, d'accord? Par exemple, tout ce qui est formel, c'est vos tâches, ce que vous êtes censé faire, d'accord? Vous êtes responsable du service, vous avez 4 personnes à contrôler, vous les suivez. C'est vous qui, normalement, vous suivez le travail du service avec les 4 personnes qui sont avec vous. Donc ça, c'est formel. Mais moi, j'essaie de vous expliquer tout simplement le premier élément qui est les ressources humaines, mais mettez-vous dans votre tête que l'analyse, elle est de A à Z. Vous n'oublierez rien du tout. D'accord? Vous savez, par exemple, tout ce qui est informel, donnez-moi une personne au niveau de l'entreprise qui a énormément de travail informel. C'est qui? Rien pour vous donner une idée. Alors, vous pensez à qui? Salarié. Non, le salarié, c'est quelqu'un qui a un contrat, quelqu'un qui a, si vous voulez, des articles dans un contrat qu'il compte. Non, prenez Chauch, le coursier. D'accord? Eh bien, Chauch, le coursier, il peut faire des tas de choses qui ne rentrent pas du tout dans son, je dirais, dans son contrat. Hein? Donc, il peut peut-être sortir et puis acheter une enveloppe pour vous, enveloppe avec un timbre. Il peut poster une lettre pour vous. Est-ce que c'est son boulot? Pas du tout. Lui, il travaille au niveau des documents de l'entreprise, mais pas personnel. D'accord? Il peut peut-être, je ne sais pas, aller payer un PV pour vous, procès verbal, ou aller payer quelque chose, ou aller chercher votre enfant à l'école. Parce que vous lui avez demandé gentiment, c'est informel. Eh bien, ces relations, ça tisse, si vous voulez, un lien entre le personnel et une certaine motivation. Quand elles sont, si vous voulez, je dirais, quand elles sont quand on les fait, si vous voulez, dans le bon sens du terme. Alors, enfin, c'est une idée, si vous voulez, sur les ressources humaines. Vous avez aussi
la capacité de gérer les problèmes, les conflits entre personnels. D'accord? Il est indispensable aussi de savoir comment les gérer. Et avec quoi on gère, si vous voulez, ces problèmes conflictuels, c'est avec les méthodes de négociation, tout simplement. Donc, quand on parle de négociation au niveau, si vous voulez, marketing, vous avez les négociations commerciales, les négociations, si vous voulez, des affaires, les négociations business, de business. Vous avez les négociations aussi entre personnes, quand il y a un conflit. Et bien, quand vous avez une capacité de négociation et de gestion, si vous voulez, de ces conflits, et bien, c'est un point fort pour l'entreprise parce qu'elle arrête d'une manière nette, si vous voulez, les problèmes, et puis elle ne va pas les laisser, si vous voulez, détruire en quelque sorte les relations que l'entreprise a bâties. Au niveau, si vous voulez, des ressources humaines, vous avez aussi l'analyse des conditions de travail, le cadre physique, le cadre économique, le cadre psychologique. Alors, regardez, il n'y a que l'analyse au niveau des ressources humaines et imaginez combien de points on est en train d'analyser depuis pratiquement un quart d'heure. Je peux faire 1 heure sur que l'analyse des ressources humaines. C'est pour ça qu'on dit que la fonction RH, elle est importante au niveau de l'entreprise. Eh bien, l'analyser, c'est aussi une importance particulière. Alors là, vous avez l'environnement de travail, la répartition des tâches, des locaux, le parking, même où stationner votre voiture, les aménagements sociaux, la clim, je ne sais pas, le mobilier, les tapis, tout ce qui est hygiénique, parfois même les toilettes, enfin les sanitaires, c'est très important. Alors, je vais vous donner une idée sur par exemple, dans les entreprises américaines, donc il y a une dizaine d'années, même plus. Imaginez, vous habitez à New York, vous sortez de chez vous, et vous sortez de chez vous avec quoi? Avec un petit sac à dos sur le dos, des espadrilles, et vous sortez à 6 heures du matin et vous faites votre footing. De chez vous jusqu'à votre travail en ville. Vous courez 5, 6, 10 kilomètres, parfois plus. Vous arrivez, vous descendez en bas, vous allez vers votre vestiaire, vous prenez votre serviette, le savon, etc. Vous rentrez dans une douche avec l'eau chaude. Et bien, vous prenez votre douche, vous vous habillez parce que vos vêtements, ils sont là de travail. Vous mettez soit votre robe, soit votre costume, soit je ne sais pas quoi, selon votre travail. Vous montez à la cafétéria, vous prenez un petit jus d'orange ou bien votre petit déjeuner et vous vous installez dans votre bureau. Eh bien, ça, c'est un cadre physique agréable qui existe. Imaginez maintenant l'inverse. Vous terminez votre boulot, vous ne rentrez pas entre midi et 2 manger chez vous. 95% des Américains ne rentrent pas entre midi et 2 chez eux pour manger. Enfin, même les Européens. Ils mangent dehors ou bien dans les lieux de travail. Alors, imaginez maintenant, vous terminez votre travail à 5 heures, vous sortez, vous descendez au parking là où vous travaillez, vous mettez votre maillot de bain et vous allez dans la piscine. Vous nagez 1 heure, 2 heures, vous terminez, la même chose le soir, vous prenez votre, si vous voulez, votre douche, etc. et vous reprenez votre voiture pour rentrer chez vous. Ce qui est extraordinaire. Eh bien, ça existe dans certaines entreprises, dans certains pays. Je vous donne un autre exemple. Les études aux États-Unis et même prenons au Canada. Dans certaines universités à Montréal, les étudiants, quand ils terminent, je dis bien, quand ils terminent leurs travaux
dans certaines universités, hein, donc campus universitaires, parfois à 11 heures ou à minuit, hein, ils peuvent aller nager avant de rentrer chez eux. Parce que tout est souterrain, tout est chauffé, tout ce que vous voulez, etc. Eh bien, c'est un cadre physique. Eh bien, c'est un cadre de travail. Ce sont des ressources humaines qu'on met à la disposition, si vous voulez, du personnel pour qu'il donne beaucoup plus. Eh bien, c'est ça une compétence au niveau interne d'une entreprise. Et croyez-moi, ça existe. Et même ça existe même chez nous, dans certains clubs. Par exemple, quand vous prenez le club de l'OCP, l'OCP, au siège, juste à côté de votre faculté, c'est immense. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté un coup d'œil à l'intérieur, la verdure que vous avez, et vous avez même des restaurants VIP, hein, des restaurants où le personnel, c'est-à-dire les cadres, paye le prix d'un repas à l'extérieur. Et bien voilà, c'est un cadre physique. La même chose au niveau du cadre économique. Quand vous êtes rassuré, quand normalement, si vous voulez, tout est étudié au niveau de votre rémunération, de votre, si vous voulez, vos augmentations, vos congés annuels, la durée de travail, la qualification, la formation, tout ce que vous voulez, c'est extraordinaire. Le cadre psychologique est aussi évalué. Et c'est quoi le cadre psychologique? Si vous voulez, c'est tout ce que l'organisation va mettre au niveau développement personnel, au niveau coaching, au niveau aide, au niveau, si vous voulez, émancipation, et c'est quelque chose d'important. Alors, essayez d'imaginer tout cela comme analyse, si vous voulez, des ressources, je dirais, humaines. Vous avez aussi les ressources physiques, hein? Donc, la modernité des équipements, la production ou la capacité de production, la technologie, le potentiel qui n'est pas utilisé, comment pourrions-nous l'utiliser? Vous avez la productivité réelle, du matériel, etc. Ça, c'est une ressource interne également, si vous voulez, de l'entreprise. Donc, humaine, physique et financière. C'est ce que nous avons dit depuis tout à l'heure. Alors, l'équilibre qui s'instaure entre ses besoins et ses ressources, c'est-à-dire une très bonne analyse financière. Hein, donc, comment l'entreprise arrive à lever les fonds, comment elle cherche à améliorer la situation financière, comment normalement elle garantit en quelque sorte, si vous voulez, la pérennité des ressources de l'entreprise, comment elle analyse en quelque sorte cet équilibre entre besoins et dépenses, etc. et tout ça. Et vous avez plusieurs choses à mettre en œuvre au niveau financier pour avoir cet équilibre en quelque sorte. Vous avez la comptabilité, hein, donc, que vous connaissez pratiquement tous, quelle qu'elle soit générale ou analytique, et vous avez aussi le rendement financier, si vous voulez, de vos ressources. Hein. Donc, il doit y avoir une certaine assurance, en quelque sorte, si vous voulez, qui vous permet de se mouvoir, hein, de vous mouvoir hein, dans l'espace de l'entreprise, mais avec toute, si vous voulez, tranquillité. La même chose au niveau du matériel, si vous voulez, intangible, ou des ressources intangibles, c'est aussi très important. C'est ce que je vous ai, sur lesquels je vous ai parlé. Vous avez la relation, hein, ou les relations qui existent au niveau clientèle, mais vous avez aussi, si vous voulez, tout ce qui est logo, brevet, licence, notoriété de la marque. Ce sont des choses qui sont très importantes sur lesquelles on doit normalement réfléchir. Vous avez même, hein, on parle de la modernité au niveau de la gestion, des styles, du comportement, hein, des responsables, etc. Ils sont très importants. Et quand on parle, par exemple, des éléments, si vous voulez, immatériels, rappelez-vous, hein, donc maintenant, ce sont des ressources hein,
on parle de ressources immatérielles, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est un pouvoir de développement qui vous permettra de se développer beaucoup plus. Je ne sais pas, si je prends par exemple un élément intangible par rapport à vous, à la faculté, hein, donc il faut que je repère certains talents qui sont des artistes, qui sont des chanteurs, qui sont des danseurs, qui sont des acrobates, qui sont des clowns, hein, des humoristes, qui sont, etc. Je suis sûr et certain, parmi les 30 000 étudiants à la faculté, chose qui n'a jamais été faite, et c'est malheureux, et c'est quelque chose d'immatériel que l'on peut sortir, parce que tout ce qui est tangible à la faculté, c'est votre éducation, c'est avoir votre formation et votre diplôme. Mais vous oubliez que vous pouvez faire une équipe de foot, une troupe de théâtre, un groupe de musique, une troupe de danse folklorique ou danse classique. Je peux trouver certainement des jeunes, filles ou garçons, des pianistes. Je peux trouver des humoristes. Je peux trouver énormément parmi les 30 000 étudiants qui sont à la fac. Mais malheureusement, il n'y a pas, si vous voulez, cet élément de diagnostic que l'on peut avoir. Alors, à votre avis, comment vais-je dénicher, en quelque sorte, si vous voulez, ces ressources à la fac? C'est une analyse, mais comment allez-vous procéder, par exemple, pour trouver, je ne sais pas, ceux qui ont une belle voix, hein, de chanteurs à la faculté parmi vous? On organise des événements. Voilà, tout simplement. Vous organisez des événements, vous organisez des concours, vous analysez la situation, vous vous formez en association, en groupe de théâtre, vous mettez un peu, si vous voulez, de vous-même. Donc, vous mettez, je ne sais pas, vous servez quelque part, vous vous manifestez, il faut avoir, si vous voulez, tout ça. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Malheureusement, ça ne se fait pas. Parce que ce sont des éléments sur lesquels, eh ben voilà, on va y arriver tout à l'heure, sans information, on ne peut pas avancer. Donc, il faut que l'université et la faculté fassent des enquêtes, des études de marché, collectent des informations et essaient de travailler dans tout ça. Eh ben, c'est ce qu'on appelle l'analyse, voilà, interne de la faculté. Enfin, ça reste entre parenthèses, si vous voulez. Alors, on évalue aussi les compétences de l'entreprise. Au-delà de ces ressources, ce qu'on vient de voir, hein, donc interne, on a les compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de compétence? Les compétences désignent des capacités à développer des ressources pour atteindre un objectif. Ce n'est pas la peine d'aller très loin. Vous avez besoin de quoi comme compétence pour réussir votre licence? Vous réfléchissez. C'est quoi les compétences dont vous avez besoin? Ah ben, vous avez besoin de la même chose qui est écrit devant vous. Des compétences générales, des compétences spécifiques ou des compétences transversales. C'est tout. Alors, c'est quoi le général? Pilotage de l'entreprise, animation des hommes. Donc, le général pour vous, c'est être au courant de ce qui se passe au niveau des activités de la fac. Tout ce qui se passe au niveau de la fac, vous êtes censé le connaître. Malheureusement, maintenant, si je vous dis, par exemple, si je vous pose la question, il y a combien de masters à la faculté? Aucune idée. Monsieur, plus. Comment? Vous n'allez pas me dire qu'il y a plusieurs. Non, c'est pas ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose sur lequel, moi je vous demande tout simplement, par rapport à vous,
comment l'entreprise devrait-elle analyser ses compétences. D'accord? Vous êtes censé connaître beaucoup de choses. Hein. Donc, si je vous dis, par exemple, il y a combien de vice-doyens dans votre faculté? Je ne vais pas vous dire quel est leur nom. شحال من vice-doyen 3 4 20 5 1 2 جوج. non 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 Vice-doyen. quel est votre ce n'est pas la peine de répondre au hasard, hein. Donc c'est comment dirais-je, hein, je remercie tous ceux qui chattent, hein, donc au niveau des deux liens, mais je ne peux pas, si vous voulez, avoir un œil ou une concentration sur les diapos et une autre, si vous voulez, sur le chat. Hein. À chaque fois quand je sors regarder quelque chose, je perds un peu, si vous voulez, le fil. Donc, il faut que je revienne. Alors, on était... Je crois encore... Voilà, on était là. Donc, je disais tout simplement que vous avez 3 vice-doyens. Vous avez un vice-doyen au niveau de la recherche et la coopération. Vous avez un vice-doyen au niveau des doctorants, etc. Et vous avez une vice-doyenne au niveau de la formation continue et de la communication. D'accord? Chaque vice-doyen a une certaine responsabilité et vous êtes censé, une vice-doyenne, pas de doctorat, hein, une vice-doyenne de la pédagogie. Voilà. La pédagogie, la recherche et coopération et la formation continue et la communication. 3 vice-doyens. Chacun a certaines compétences. Si vous avez un master, vous êtes censé aller voir si ce qu'on appelle Robert. Si vous voulez communiquer, faire une gestion, vous allez voir Madame Alami, je crois. Et si vous avez un problème au niveau de vos notes, pédagogie, mémoire, etc., et tout ça, vous allez voir Madame Tartar. Voilà, que vous connaissez, c'est la seule peut-être que vous connaissez, parce que vous avez quelque chose. Eh bien, ça, pour moi, c'est pour piloter en quelque sorte votre formation, ou votre passage de 3 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas combien d'années que vous allez passer à la fac, eh bien, vous êtes censé connaître tout cet environnement. Maintenant, je vais peut-être vous dire qui est Atmani, vous allez le connaître. Pourquoi? C'est qui Atmani? Président. Ah, vous le connaissez même pas? Vous n'avez jamais entendu de Atmani? Bon. Le président C'est lui qui s'occupe de vos notes, parce que ce qui vous intéresse le plus, c'est vos notes. Voilà, tout simplement vos modules. Est-ce que j'ai la note? Est-ce que je passe? Est-ce que j'ai... Voilà, c'est tout ce qui vous intéresse, c'est avoir votre diplôme. Mais tout ce qui est compétences spécifiques, compétences au niveau de la formation, compétences, si vous voulez, au niveau de la qualité, compétences au niveau, si vous voulez, du service de la photocopie, du service pratiquement des mémoires, comment on les fait, la bibliothèque, etc. et tout ça, eh bien, ce sont des compétences que vous êtes censés avoir. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, maintenant, vous avez un stade qui a été rénové par l'université. Je ne parle pas du stade que vous avez dans le... Pas le stade de terrain, surtout terrain, du foot que vous avez à la faculté, ils l'ont aménagé aussi. Mais je vous parle d'un club qui est derrière, à côté de la cité universitaire. Maintenant, ils l'ont rénové, il est devenu, mais d'une manière extraordinaire, avec des
je dirais, des capacités d'accueil qui sortent vraiment dans les normes. Et elle est à votre disposition. Vous pouvez réserver le terrain, réserver la salle, réserver tout ce que vous voulez. Vous avez même des vestiaires chauds, vous avez énormément de choses. Mais ce sont des compétences que la faculté ou l'université vous propose. Mais il suffit de s'organiser. Donc, vous n'avez jamais analysé, si vous voulez, ces compétences dont vous disposez dans votre lieu de travail. Parce que pour moi, vous êtes des salariés de la fac, pour le moment. Vous travaillez à la faculté. Et vous êtes censé travailler 8 heures jour. C'est vrai, maintenant, c'est le téléenseignement, le télétravail, malheureusement. Mais même avant, donc, alors, je vais vous donner encore un exemple. Vous êtes combien en licence gestion? Est-ce que votre délégué est avec nous? Est-ce que votre délégué est avec nous? Vous êtes combien en nombre? À peu près, vous êtes combien d'inscrits en licence gestion? 2000. Vous êtes combien? 5000. Groupe 1. Groupe 1, combien? Vous n'êtes même pas au courant. Groupe 2, ils sont combien? Combien? Je ne vous entends pas. Alors, vous m'écrivez, s'il vous plaît, vous m'écrivez en chat le nombre. « 500. Bien. À peu près 500. À peu près 500. Personne ne peut vous dire vous êtes combien. Hein? Et le groupe 544. Donc, c'est groupe 1, 544, par exemple, et groupe 2, 500. Eh bien, c'est même, on me dit 900. En total ou en groupe? C'est Walid. 900, c'est les deux groupes ou un seul groupe? Monsieur? Oui. Monsieur, en groupe Telegram, on est 900. Les deux groupes? Non, l'ensemble 1 en groupe, dans le groupe Telegram, on est 900. Eh bien, si vous êtes, c'est à peu près 700 par groupe. À peu près. À peu près. Savez-vous combien j'ai en moyenne dans le lien 1? C'est à peu près 200. Et dans le lien 2, c'est à peu près 150. Où sont les autres, à votre avis? On travaille. On En travaille. train de rêver. C'est ça qui est très grave et très pénible. Je vais vous donner un chiffre. Savez-vous si tout le monde venait en même temps à la fac? Tous, sans exception. Vous n'allez pas trouver de siège pour s'asseoir. Absolument pas. Il n'y aura aucun amphi qui va vous prendre. Si vous venez tous ensemble, vous êtes 28 500 étudiants. Et on a des programmations où vous êtes normalement, vous devriez être à la fac à une heure précise, je ne vais pas dire laquelle, dans la semaine, 12 000 personnes. Savez-vous que la capacité de la faculté, elle ne peut prendre que 3 500 d'un coup? Si tout le monde rentrait dans les salles de la fac et les amphis, il n'y a que 3 500 les radiqaraw. Et parfois, on a programmé pour 12 500. Et pas parce que les gens ne viennent pas. Il y a énormément de ce que j'appelle moi les étudiants touristes ou les étudiants fantômes. Et bien, si vous analysez maintenant la capacité ou la compétence de la faculté par rapport au nombre qu'elle a, eh bien, rien ne marchera par rapport à une faculté normale ailleurs. Donc,
la faculté, elle devrait être séparée en 3 ou en 4 sous-facultés, et chaque faculté avec un nombre de 2000, 3000 étudiants qui est gérable, avec une certaine qualité, qui viennent tous, qui travaillent tous. Et bien là, vous êtes chez moi aujourd'hui 260 personnes, 2600 je pense, étudiants. Vous n'avez même pas une idée combien de licenciés vont être diplômés avec leur diplôme cette année, en moyenne. Parce que vous ne savez même pas combien il y a de licences qui ont été délivrées l'année dernière. On reste tout le temps, ce qui est grave chez nous, personne ne vous dira que vous êtes 28 000 étudiants, alors que les inscriptions sont claires. Chikégoul 28 500, Chikégoul 28 000 et quelques, Chikégoul à peu près 30 000, Chikégoul, et pourtant tout est clair. C'est parce que nous ne pouvons pas analyser. C'est pour ça qu'on a du mal à comparer la fac de Ibn Tufayl à la fac de Mohammedia, à la fac de je ne sais pas quoi, etc., etc. Et c'est très délicat. Et bien voilà là, un problème, si vous voulez, d'analyse en quelque sorte, là de compétences, là de ressources humaines, là, etc. Donc on ne peut pas, si vous voulez, avancer dans ce stade-là. C'est pour ça que à chaque fois, quand j'analyse une situation, je l'analyse par rapport à moi-même, par rapport à ce qui m'entoure. Et je comprends automatiquement ce que je vais, si vous voulez, analyser plus tard. Alors, je reviens à mes compétences. Imaginez tout le temps que vous analysez votre situation et vous avez des compétences générales, des compétences spécifiques à ce que vous faites et des compétences transversales, si vous voulez, soit inter-entreprise, soit intra-entreprise. Hein, donc, au niveau je dirais, des fonctions de l'entreprise, au niveau des relations de l'entreprise avec son monde micro, si vous voulez, environnement, comme fournisseur, sous-traitant, prestataire, etc. Voilà, c'est ce qui est important. Toujours au niveau du diagnostic des compétences, il faut évaluer les compétences fondamentales d'une entreprise. Et qu'est-ce que c'est que les compétences fondamentales? Ce sont les compétences, si vous voulez, qui donnent de la valeur à votre métier ou à votre, si vous voulez, domaine de compétences ou domaine d'activité stratégique par rapport à vos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos clients sont satisfaits, si il n'y a pas beaucoup de contestations, si vos clients sont fidèles, eh bien, il y a une certaine, en quelque sorte, compétence que vous pouvez, je dirais, pas retravailler, mais que vous pourrez développer davantage et qui est fondamentale. D'accord? Donc, ces, si vous voulez, compétences, ce qu'on appelle les compétences fondamentales, eh ben, peuvent être des avantages concurrentiels par rapport à vos concurrents et peuvent être aussi un fondement de certaines actions pour atteindre vos objectifs. Eh bien, il faut les chercher. Il y a des méthodes pour chercher, si vous voulez, ces compétences. Eh bien, vous démarrez par ce qu'on appelle un diagnostic. Bien. Vous avez aussi ce qu'on appelle, comme notion, le cœur, si vous voulez, de compétences. C'est ce qui vous fait distinguer par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce que vous avez de plus, donc, qui pourrait normalement, je dirais, pas faire développer, pas évaluer, qui pourrait intéresser en quelque sorte, si vous voulez, vos concurrents à vous imiter. Donc, ça veut dire soit que vous avez une bonne gestion de personnel et salariés, soit que vous avez des produits nouveaux, créativité, etc. et tout ça, soit que vous arrivez quand même à pousser en quelque sorte, si vous voulez, tout ce que vous avez comme qualité, donc pour qu'elles deviennent des compétences distinctives,
Et bien ça, c'est le cœur. Hein. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que certains auteurs, hein, comme Armel et Harald, qui ont proposé dans leurs études à certaines entreprises qui n'ont pas ces compétences de les sous-traiter. Hein. Par exemple, vous n'avez aucun, je dirais, aucune compétence au niveau de la communication. Et maintenant, on parle de la communication digitale, la communication numérique, le marketing digital, mais vous ne savez rien. Hein. Même le brand content, si vous voulez, le marketing de contenu, vous ne connaissez rien du tout. Donc, les chaînes YouTube, les je ne sais pas quoi, etc., les réseaux sociaux, eh bien, vous n'avez qu'à externaliser ce service. Il y a des agences qui sont spécialisées dans ces services. Alors, vous leur donnez votre communication, parce que vous ne pouvez pas la faire par vous ni par votre personnel. Eh bien, ce sont des compétences à externaliser peut-être. 3, ce sont, si vous voulez, les capacités stratégiques de l'entreprise, au niveau toujours de, si vous voulez, de l'analyse. Alors, je vais aller un peu plus vite, hein, parce que il faut qu'on termine quand même, si vous voulez, il y a une quarantaine de slides. Hein, donc, alors là, on arrive, si vous voulez, à Porter. Porter, il distingue, si vous voulez, ou l'analyse de Porter, si vous voulez, ou ce qu'on appelle le potentiel concurrentiel, ou les forces de Porter. C'est à travers ce que vous proposez, si vous voulez, vous voyez, est-ce que vous avez vraiment un avantage concurrentiel ou pas, selon votre domaine d'activité stratégique, tout simplement. Alors là, c'est votre analyse stratégique d'une manière globale, comme en économie industrielle. Alors, les activités principales au niveau stratégique à analyser, la logistique interne, la production, la logistique externe et sa commercialisation en rapport avec la clientèle, eh ben, le marketing et la vente, c'est une toute petite partie dans l'analyse stratégique, si vous voulez, de l'entreprise, et les services après-vente qui peuvent rentrer aussi dans le marketing, hein, ou dans la logistique en quelque sorte. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, hein, donc ce sont, si vous voulez, des éléments essentiels au niveau de la stratégie. Ça, c'est par rapport à 3. La même chose pour approfondir, si vous voulez, cette analyse ou ces capacités stratégiques, vous avez la chaîne de valeur, hein, donc à utiliser ou à étudier ou à analyser, si vous voulez. Et la chaîne de valeur, vous la connaissez, c'est tout ce qui contribue à une valeur, si vous voulez, de l'offre globale de votre entreprise. Tout ce que vous avez dans votre production ou les activités, hein, donc, qui vont vous permettre d'accentuer cette chaîne de valeur, c'est votre infrastructure, votre gestion de ressources humaines, développement technologique et vos approvisionnements, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez acheter en quelque sorte, si vous voulez, mais d'une manière beaucoup plus qualitative que vos concurrents. Hein, donc, c'est toute une chaîne, hein, de valeur à suivre. La voici, la logistique. Je lis en bas, hein, en bas. Ici, vous avez la logistique, les opérations de base, la logistique sortante, hein, donc entrante ou sortante, le marketing et vente et les services après-vente. Et à chaque fois, quand vous rajoutez quelque chose, vous êtes dans un département ou vous êtes dans un service différent et vous constituez en quelque sorte votre chaîne ou les maillons, ce qu'on appelle. C'est comme des maillons, hein, donc toutes, si vous voulez, les activités qui vont vous permettre une capacité stratégique capable de développer votre activité. Bien. Je reviens à l'analyse stratégique. Vous avez l'analyse interne
l'évaluation des ressources de l'entreprise, l'évaluation des compétences de l'entreprise, l'évaluation, si vous voulez, de la capacité stratégique de l'entreprise. C'est ce que nous avons. D'un autre côté, vous avez le diagnostic externe, toujours dans l'analyse SWOT, où vous avez l'étude de marché, l'analyse PESTEL et l'analyse des 5 forces concurrentielles. Alors, qu'est-ce que nous allons revoir maintenant? Ben, nous allons continuer. Continuer quoi? Continuer le cadran, enfin le cadran, les colonnes, ou la colonne qui est à gauche, à droite, pardon. L'analyse externe maintenant, avec une étude de marché, l'analyse PESTEL et l'analyse des 5 forces. L'interne, nous avons fait. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se fait toujours dans l'analyse SWOT, mais externe. Alors, là, on peut toucher l'analyse PESTEL. D'accord? PESTEL, si vous voulez, c'est analyse de 5, enfin pas de 5, mais analyse, si vous voulez, de complémentaire en quelque sorte, qui permet de préparer l'analyse SWOT. Vous essayez de regarder ce qui se passe au niveau de votre environnement externe, économique, social, technologique, législative, etc., avec des chiffres, avec des statistiques et avec, si vous voulez, des descriptions en quelque sorte importantes. C'est le 2. Hein. L'analyse PESTEL, elle sert habituellement à préparer une analyse SWOT ou, si vous voulez, à se documenter pour une réflexion stratégique. Le 1, vous avez besoin aussi des études de marché. Vous êtes censé faire des études de marché. Et qui dit études de marché revient à la démarche marketing. Et la démarche marketing, vous êtes normalement dans un esprit où on va vous demander de collecter l'information et de l'analyser. Et ensuite, vous pouvez, à la limite, passer à l'analyse de porteur et vous évaluer les 5 forces concurrentielles dont dispose toute entreprise. Voilà, pour compléter votre analyse, j'ai enlevé, parce que nous n'avons pas le temps, si vous voulez, de l'analyser, parce qu'il ne reste que la semaine prochaine, l'analyse de Boston Group Consulting, hein, que vous pouvez chercher, ou je peux vous envoyer des documents. Bien, première chose, si vous voulez, c'est l'étude de marché au niveau externe. Et c'est par laquelle, si vous voulez, je vais commencer. Vous connaissez les études de marché, vous, au niveau surtout microéconomie, vous avez analysé des marchés, etc. Et même au niveau du marketing de base que vous avez vu en S3. Là, je vais tout simplement vous donner les éléments essentiels et c'est à vous de chercher par vous-même un complément de cours. De toutes les manières, les mêmes slides, je vais vous les envoyer en document pour ceux qui aiment apprendre les choses, apprendre par cœur les choses, qu'ils apprennent. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Et comme ça, ils auront des notions de base intéressantes, si vous voulez, à mémoriser. Une étude de marché, si vous voulez, c'est la mise en œuvre d'un ensemble de techniques de collecte, de traitement d'informations, ayant pour objectif de mieux connaître un marché. Vous voyez, donc, on est toujours dans l'externe, le diagnostic externe, mais qui va vous permettre de comprendre la situation de votre environnement externe. Alors là, c'est une définition de Vernet, Éric Vernet, mais vous avez des milliers de définitions. Vous mettez étude de marché, définition. La première chose qu'on va vous donner, c'est Wikipédia. Wikipédia, elle peut vous donner, rien que sur la définition de l'étude de marché, une vingtaine de pages. Et vous allez tout le temps être dans ce chemin. Définition du problème, plan d'étude, d'informations, collecte d'informations, analyse de données, présentation des résultats et prise de décision. Tout le temps, vous êtes dans ce schéma. D'accord? Alors, quand on parle
de la définition du problème, je vais vous donner quelques éléments pour chaque étape. Quels sont les objectifs de cette étude? Après votre licence, vous allez faire une petite étude. Qu'est-ce que votre licence vous propose-t-elle? Le mois de juillet, vous aurez votre diplôme. Alors, faites-moi une étude. Qu'est-ce que vous pourrez faire après le mois de juillet? Eh bien, vous ne pouvez pas me répondre. Parce qu'il faut que vous fassiez une étude. Et cette étude, vous démarrez par la définition du problème. Et c'est quoi le problème? C'est un problème à résoudre. Il doit être défini. Alors, qu'est-ce que je vais faire après ma licence? D'accord? Alors, donc, il faut que vous arriviez à trouver des éléments de réponse. Et bien, pour avoir ces éléments de réponse, il vous faut des informations. Des informations sur le rapport, sur les ex-lauréats, sur l'emploi, sur les aides, sur les organismes qui peuvent vous aider, sur le développement personnel, sur les coachs, sur la présentation d'un CV, d'une lettre de motivation, avez-vous besoin des notes de votre diplôme, d'une simple attestation? Et tout ceci en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez intégrer le marché de travail en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que je ne sais pas quoi, auto-entrepreneur? Est-ce que vous voulez vous associer? Est-ce que vous voulez quitter le Maroc pour aller travailler ailleurs, pour aller continuer vos études? Est-ce que vous voulez intégrer un master, lequel, national, international, dans une autre ville? Eh bien, vous voyez, il y a énormément de choses. Eh bien, c'est ce que j'arrive à définir le problème. Eh bien, si je n'ai pas d'informations, je ne peux pas démarrer. Bien. La phase 2, le plan d'étude. Quelles sont les sources d'informations qu'il me faut? Quelles sont les approches méthodologiques? Les instruments de collecte de données? Est-ce que je ferai un échantillonnage, un plan? Méthode d'accueil d'informations. C'est simple. Vous continuez. Dans la conception du plan d'étude, est-ce que j'ai besoin de la documentation? Je ne vais pas bouger. Je vais chercher à me documenter, mais à travers Internet, à travers les articles, à travers, si vous voulez, quelques mots-clés que j'ai et je commence à chercher. D'accord? Je suis toujours dans la phase de recherche d'informations. Le marché, quelle est sa taille? Quel est son taux de croissance? Essayez d'imaginer par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez chercher. Hein, en tant que licencié, moi je parle. Eh bien, quels sont mes concurrents? Ce sont les étudiants qui ont eu le même diplôme que moi, qui sont normalement, si vous voulez, les offreurs d'emploi ou d'opportunités au niveau du marché. Essayez de réfléchir sur vous-même, vous comprenez ce que, si vous voulez, vous demande l'entreprise une fois qu'on vous demande de faire un diagnostic externe à partir d'une étude de marché. Alors, on continue. Toujours dans le documentaire, vous cherchez tout ce qui concerne en quelque sorte la concurrence. Hein. Là, par exemple, les leaders, tout ce qui se passe au niveau de la concurrence, leur chiffre d'affaires, leur marge, leur part de marché, etc. et tout ça. Eh bien, quel est en quelque sorte leur point fort, le point faible? Quels sont en quelque sorte les facteurs de différenciation par rapport à vous? Eh bien, tout cela existe. Si vous êtes dans une banque, vous lisez au moins les rapports annuels de toutes les banques. Si vous analysez les universités marocaines, vous avez des rapports annuels de chaque université, même celui de l'université Hassan II, il est sur le site, je l'ai mis moi-même sur le site, j'ai mis tous les rapports, pratiquement les 5 derniers rapports de l'université Hassan II. Et vous avez tout ce qui a été fait à l'université pendant les 5 dernières années.
vous cherchez le même rapport des 12 universités marocaines, hein, Ibn Tufayl, Qadi Ayyad, Ibn Zohr, Moulay Ismail, etc., Agdel, et vous analysez, si vous voulez, à partir de ces documents, ce qu'une université a fait de mieux qu'une autre. C'est un exemple. Donc, vous pouvez rester toujours dans les études documentaires, vous analysez les fournisseurs, la distribution, la réglementation. Vous voyez que je touche en quelque sorte quelques éléments de l'analyse SWOT à travers l'analyse PESTEL. Parce que là, je commence à analyser à partir des documents. Je n'ai pas fait d'étude de marché. Mais à partir des documents, c'est ce qu'on appelle une étude documentaire. J'ai toutes les informations, la réglementation, l'environnement au niveau de la distribution, les fournisseurs, les concurrences, et bien voilà, c'est tout. Les informations, je les ai au niveau, si vous voulez, de Internet, et les articles, les rapports, etc. J'ai aussi deux, si vous voulez, informations. L'information primaire, qui est à partir, si vous voulez, de mon entreprise, et l'information secondaire qui va m'aider à clarifier en quelque sorte, si vous voulez, mes objectifs, mais dont je peux disposer de l'extérieur. Donc, ça ne pose aucun problème. Vous les lisez, hein, information secondaire ou information primaire, ça ne pose pas de problème. Alors, donc, ça c'est, voilà, vous les lisez. Deuxième étape, à partir, si vous voulez, de tous les documents que j'ai maintenant à ma disposition, je peux réfléchir, est-ce que j'aurais besoin d'autres informations supplémentaires? Eh bien, si oui, je passe aux études terrain. Donc, études terrain, c'est analyser en quelque sorte, si vous voulez, tout ce qui est extérieur à mes activités, mais qui touche essentiellement ma clientèle. Ce ne sont pas les consommateurs, mais ce sont mes clients. Et c'est un moyen très important, si vous voulez, pour répondre. C'est pour ça qu'on a étudié le comportement du consommateur. Et le comportement du consommateur, qui est un parmi ma clientèle, est un élément fondamental pour déterminer aussi ma stratégie, mon ciblage, ma segmentation, hein, et mon positionnement par rapport à la concurrence. Donc, vous voyez que les éléments, en quelque sorte, si vous voulez, de ma stratégie, bah, on commence à les voir, on commence à les sentir. Et les études de terrain, ils peuvent être des études, si vous voulez, qui vont me permettre de connaître ma cible, de connaître l'offre que je vais, si vous voulez, mettre sur le marché, mon positionnement, etc. Qualitative ou quantitative. Alors, je peux faire des études qualitatives, c'est-à-dire où je vais faire des guides d'entretien et je vais m'intéresser, si vous voulez, aux habitudes d'achat, aux comportements sociaux, psychologiques. Je m'intéresse, si vous voulez, à une étude, je dirais, à l'occasion de certains achats, mais c'est la qualité que je cherche. Et ça se passe par des entretiens directs avec une discussion. Et on analyse ce qu'on appelle les verbatims, on analyse le contenu, on analyse les dires de certaines personnes, on analyse leur motivation, leurs souhaits, et c'est au niveau qualité. On parle là des entretiens directifs, semi-directifs, on parle aussi des analyses de contenu, et c'est la qualité, en quelque sorte, si vous voulez, de certains éléments qui ne peuvent pas être quantifiables. Hein, la motivation, l'envie, le plaisir, le goût, ben c'est quelque chose qui est qualitatif. Et
Au niveau qualitatif, vous avez des entretiens face à face, vous avez des réunions de groupe, ou bien tout simplement par l'observation. Il y a des techniques qui se font. Je vous donne un seul exemple. À Marjane, il y a des études qualitatives, hein, que vous n'observez absolument pas. Est-ce que comment dirais-je, vous entendez parler du client mystérieux au niveau d'une grande surface? C'est quoi le client mystérieux? Celui qui achète, qui a une très grande. J'entends pas. Celui qui achète beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments. Vous voyez, vous ne faites pas, comment dirais-je, vous ne faites pas d'observation au niveau de, comment on appelle ça, quand vous achetez, vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ce qui analyse la qualité. Non, pas du tout. Et ben voilà, alors, ce sont, encore une fois, hein, donc c'est une question que je peux poser dans un QCM. À chaque fois, je vous le dis. Quand c'est une étude qualitative que Marjane fait. C'est un client qui rentre, d'accord, et qui prend un chariot et qui peut avoir un enfant ou un couple ou n'importe qui et qui fait exactement les mêmes courses que vous. Il prend, il dépose, il regarde, etc. et tout ça. Et vous passez à la caisse et lui, il ne passe pas à la caisse parce que c'est un salarié qui observe ce que vous faites et qui note ce que vous faites. Et parfois, il a même une caméra et qui vous filme sans que vous le sachiez et qui vous suit. Et vous croyez que c'est un client, mais ce n'est pas un client, c'est un salarié qui observe, qui regarde, qui vous surveille. Et vos gestes, comment vous prenez ça, comment vous le mettez, comment vous le déposez, comment vous regardez les prix, est-ce que vous lisez les ingrédients, est-ce que vous êtes sensible à la promotion, est-ce que le packaging vous importe? Eh bien, ce sont des études d'observation. Et c'est quelqu'un qui travaille avec Marjane. Et quand il termine, de temps en temps, vous voyez des caddies pleins. Ce ne sont pas des clients. Wesh, le client, il est hmaq, radiji, il va passer 4 heures à remplir un chariot et puis il le laisse et il part. C'est très, très, très rare. Eh bien, il y a d'autres personnes qui viennent, qui reprennent ces caddies et les caddies sont numérotés, eux, ils les connaissent et ils replacent, si vous voulez, les produits dans leur rayon. Et ainsi de suite, ça continue. Eh bien, ce sont des études qualitatives que l'on fait. Les études qualitatives permettent de comprendre le processus de décision, observent les attitudes face à la position du produit, connaître les besoins des clients, il analyse la perception de la marque, donc tout ce qui n'est pas quantifiable. Vous avez les études quantitatives. Et les études quantitatives, si vous voulez, c'est tout ce que l'on peut mesurer. Monsieur, on ne voit pas le Oui. diable. Pardon? Alors, les études, si vous voulez, quantitatives, ce sont... Eh bien, écoutez, donc je ne sais pas ce que... Monsieur, Là, on vous n'arrive voyez, pas à vous voir, à voir le diapo plutôt. ah, les deux diapos, là, vous voyez les diapos? Non. L'analyse qualitative, oui. Bon, Non, de non, toutes les manières, eh ben, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout est partagé normalement. Donc,
De toutes les manières, on arrive à la fin. Vous avez les études, vous notez les études quantitatives qui sont différentes des études qualitatives parce qu'on peut les quantifier, on peut les mesurer. Par exemple, je peux dire, chose que je ne peux pas dire en qualitative, mais en quantitative, oui. Ça veut dire que j'ai 65% de clients qui ont acheté le produit de 10h à midi. J'ai des clients de moins de 25 ans, si vous voulez, qui aiment beaucoup le biscuit que le pain. C'est quantitatif. Je peux déterminer à partir de là des chiffres prévisionnels au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des prix de vente, au niveau de la part de marché, tout ce que je peux faire, si vous voulez, à travers des études quantitatives. Je peux mesurer les fréquences, comparer les offres des concurrents, hiérarchiser les critères de choix, etc., au niveau, si vous voulez, quantitatif. Alors, quoi qu'il arrive, je terminerai par cela. Dans, si vous voulez, l'analyse SWOT, vous avez l'étude de marché, l'analyse PESTEL. Et à partir, si vous voulez, des études de marché et de la collecte des informations, vous pouvez facilement analyser les résultats que vous avez trouvés et déterminer les frais clés de votre succès, c'est-à-dire les résultats, les recommandations et tout ce que vous voulez. Alors, la semaine prochaine, nous terminerons le mardi, la séance du mardi, nous terminerons l'analyse stratégique et nous passerons à la planification. Et le jeudi, je vous montrerai l'étude de cas, c'est-à-dire comment on travaille avec la méthode de cas, que je vais vous envoyer mardi prochain pour que vous, le mercredi, vous la lisiez un petit peu, pour qu'on avance, et on répondra à des questions-réponses, si vous voulez, avec un cas bien précis, Inch'Allah. Alors, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine, et puis à mardi, Inch'Allah.